Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première de l'interview de Clem sur webcom.tv. Alors moi c'est Clémentine, je travaille en tant que chargée des relations presse chez Kayak Communication et je suis également la petite voix qui pose vos questions dans l'émission Le Mag sur webcom.tv. Alors l'émission L'interview de Clem a été conçue par mon équipe et moi-même pour en fait donner la parole à tout le monde autour de sujets divers de la société. Donc aujourd'hui, on a avec nous Habib Walidi. Bonjour Habib. Bonjour Clémentine. Donc vous êtes le fondateur de Kayak Communication et vous recevez également beaucoup de monde sur l'émission Le Mag sur webcom.tv en tant qu'animateur, ce qui nous donne pas forcément l'occasion de vous entendre vous exprimer sur l'actualité en ce moment. Alors moi j'aurais une question à vous poser aujourd'hui, c'est quel regard portez-vous sur la crise actuelle que nous vivons en ce moment? Eh bien merci déjà pour l'invitation Clem. Et c'est vrai que moi c'est un nouveau format, donc j'ai l'habitude plutôt d'animer et là je vais pouvoir m'exprimer parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas puisque quand j'ai des invités, c'est eux qu'on doit écouter. Alors sur l'histoire du contexte actuel, en fait si on voit une grosse polémique aujourd'hui, donc vaccin, pas vaccin, oui, non, bonne stratégie, mauvaise stratégie, si on voit cette polémique, ça montre tout simplement que le problème est hyper complexe. Et pour moi, quel que soit le chef d'État, il aura des soucis, qui sera au-dessus de ça. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est une équation à deux variables, c'est-à-dire la santé, l'économie. Mais en fait, non, c'est une équation à trois variables. L'économie, la santé et la liberté des gens. Et donc c'est ce qui fait que quand on a une équation, il faut qu'on trouve le bon dosage pour chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, je pense que personne n'a vraiment la formule magique qui arrive à poser la bonne solution entre ces trois variables. Donc parfois quand on manque de lits, il y a la mortalité qui monte, etc. Donc forcément on pousse un peu plus le curseur de la santé au détriment de l'économie ou de la liberté et ainsi de suite. Et moi ce que je remarque, ce que je constate, c'est que quels sont les pays en fait qui s'en sortent le mieux par rapport à cette crise? En fait j'ai remarqué qu'il y en a deux types. Soit malheureusement, quand on est dans un pays au régime autoritaire, je pense par exemple à la Chine, parce que les gens ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire et puis tout le monde se plie à une règle. Voilà. Soit lorsqu'on est dans un pays où il y a une maturité civique énorme, comme dans les pays scandinaves ou l'Allemagne. Alors quand on est en France, quand on a une mentalité un peu latine, comme en Italie, en Espagne, quand on est méditerranéen, on a tendance à débattre. Ouais. Et, donc, et ça devient plus compliqué, ça complique un petit peu plus les choses pour trouver des solutions. Alors je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait dit un jour que les Américains créent, les Chinois copient, l'Europe légifère et la France débatte. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans ce système-là. Donc je pense que on est dans ce que Pierre Giorgini, d'ailleurs, avait dit dans une émission, on est dans l'inconnaissable, ce qui est différent de l'inconnu. C'est quoi l'inconnaissable? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Vécu, donc, on marche par tâtonnement. Donc, je vous dis, il y a trois variables. Bien évidemment, quand on ne sait pas quelle solution il faut toujours prendre la moins pire, à défaut d'avoir la bonne solution. Merci, Habib. Deuxième question. Donc vous avez dernièrement animé une émission sur les différences où vous avez notamment interviewé Monsieur Mouad Altrad, donc premier Français élu entrepreneur au monde et issu de la diversité. Quel regard avez-vous sur les débats identitaires en France? Ça fait 100 ans exactement qu'il y avait une crise qui ressemble à celle à une pandémie, donc c'était la grippe espagnole en 1920 exactement. Et on a vu juste après 1920, c'est là où il y a eu la création du Ku Klux Klan. Oui. Donc ça montre qu'une crise pandémique, généralement, est toujours suivie souvent par des crises identitaires et on se jette souvent la faute sur l'autre. Alors pourquoi? C'est comme dans une entreprise en fait. Quand tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc quand ça va mal, on a tous besoin d'un bouc émissaire, parce que tout simplement on ne veut pas reconnaître nos propres torts. Et je pense que c'est ce qui se passe, ça fait partie de la nature humaine. Alors en 1920, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la science n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Moi je pense qu'on est un peu à côté de la plaque sur tous ces sujets-là. Parce que
Pour moi, une fille, qu'elle s'habille en mini-jupe, qu'elle mette un foulard, qu'elle mette ses cheveux en rouge, en jaune, en quoi est-ce que ça nous dérange? En quoi est-ce que c'est dérangeant? Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui, même quand on parle des caricatures, bon, du moment que ce n'est pas une insulte, vous savez, la liberté, c'est... La liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. À partir du moment où on respecte ce concept-là, donc tout devrait bien se passer. En France, on a des fondements quand on est perdu, souvent on est perdu, mais il faut revenir aux fondements. Les fondements, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. C'est la République. On perd tous cette notion de liberté, on a des libertés à deux vitesses. Certains sont libres de s'exprimer, d'autres pas. Donc je ne comprends pas... Donc pour vous, la parole n'est pas donnée spécialement à tout le monde Elle n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je pense qu'on parle de liberté d'expression. Je crois qu'on n'a pas fait le choix. Soit on choisit qu'on est dans un pays libre et une liberté d'expression, du moment qu'on ne touche pas à l'intégrité des autres, qu'on ne touche personne, et que pour moi, une personne qui a une... Je veux dire, en quoi est-ce que ça ne regarde la religion d'une personne? Ça la regarde elle, ça regarde personne d'autre. Donc on est sur des questions personnelles. Donc l'homosexualité, la manière dont on s'habille. Moi je suis admiratif quand on voit le centre-ville de Tokyo. Eh bien c'est un véritable défilé de mode. Vous avez des gens qui sont jeunes, d'autres en vert, d'autres il y a de tout. Et c'est magnifique, c'est une ville qui vit, donc elle est complètement vivante. C'est comme au Canada d'ailleurs, à Montréal. Eh ben, à Montréal, on est dans un pays, effectivement, donc Canada, on est dans un pays hyper cosmopolite. D'ailleurs, il y a un sujet là-dessus dans l'émission, on en parle. C'est l'un des pays peut-être les plus tolérants parce que ces questions de race, d'ailleurs même dans les recrutements, ils s'en foutent complètement comment vous êtes habillé, comment vous êtes, etc. Ce qu'ils regardent, c'est quel est votre potentiel. Et l'expérience aussi. Et quelle est votre expérience et qu'est-ce que vous allez apporter donc, à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Et ça, je trouve que là, ils sont calés sur les sujets. Nous, j'ai l'impression qu'on se disperse. On part sur des sujets en fait, même l'histoire de la RGPD, donc on est le premier défenseur sur la réglementation des données personnelles. Mais aujourd'hui en France, vous posez la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que vous refusez de donner vos informations personnelles, notamment santé? Les gens, ils ne savent pas pourquoi, c'est juste pour une question de principe. Eh bien, c'est bête, parce que regardez, Israël, eux, ils ont une liberté totale, tout le monde a accepté de partager ses données personnelles sur la santé. Résultat des courses, ils ont dépassé tout le monde. Donc ils ont réglé le problème de la vaccination, etc. Donc tout simplement parce qu'ils ne se posent pas ces questions-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on refuse de communiquer des données qui vont servir à la collectivité? À moins qu'on ait quelque chose à cacher. Mais je ne crois pas que tout le monde a quelque chose à cacher. En fait, on ne comprend pas le pourquoi du comment, on le fait et tout le monde suit. C'est comme l'histoire, il ne faut pas s'habiller comme ci, il ne faut pas s'habiller comme ça. Avoir une mèche comme ça ou comme ça, qu'est-ce que ça apporte à la personne? Donc ça n'apporte rien du tout. Question donc numéro 3. On voit de plus en plus de retenue sur ce qu'il faut dire ou ne pas dire en France, de peur de se faire aligner sur les réseaux sociaux ou d'être poursuivi pour des propos qui semblent aujourd'hui inappropriés alors qu'ils étaient peu regardés à une époque. En tant que professionnel de la communication, quel regard avez-vous sur la liberté d'expression justement? Donc on vient justement d'en parler sur la liberté d'expression. Moi je pense que ça fait un petit moment que j'observe que la France est en train de s'américaniser. On est en train de nous américaniser. Vous savez, les Américains, ils n'ont pas le second degré. Donc le second degré, c'était propre à la France. Il y a quelques années, nous, on s'éclatait à trouver des accroches où il y a toujours des jeux de mots. Aujourd'hui, vous allez trouver ça très rare sur des affiches, où il y a un jeu de mots. Donc on est de plus en plus dans un esprit de droit au but, et ça, c'est l'américain. Donc l'américain, vous dites, pourquoi les Américains sont directs et directifs? Parce que c'est une des plus récente civilisation, cosmopolite, parce qu'il n'y a pas d'Américain type, c'était des Indiens, c'est les Portugais qui sont arrivés, etc. Donc, et pour se comprendre avec toutes les langues qui sont différentes, c'est moi ceci, toi cela, et d'ailleurs ils ne sont pas regardants sur l'accent, contrairement aux Anglais qui, eux, ont une culture beaucoup plus ancienne, comme la France, qui est une culture très ancestrale. Et donc quand on est dans des cultures comme ça, très ancestrales, très anciennes, etc., on est très à cheval sur la langue, alors c'est pour ça qu'en France, on a ces subtilités de langage, mais on les retrouve de moins en moins. Alors on s'américanise, c'est-à-dire qu'on va aller droit au but, et on a moins de temps parce qu'on est aussi, il y a une prolifération de l'information, on a de l'info partout, on a des images partout, on est toujours sollicité. Donc il faut aller droit. On est dans une génération TikTok aujourd'hui. Un jeune, vous êtes incapable de le tenir
plus de 10 secondes, donc son attention, elle est vite éparpillée, on est dans le zapping, etc. On est dans un autre logiciel 2021, donc c'est-à-dire que demain, ça va être comme aux États-Unis, on va devoir interdire à un patron d'avoir une porte fermée quand sa secrétaire est avec lui, par exemple. Il faut que la porte soit ouverte. Et je pense l'humour, justement, est en train de mourir, on est en train de tuer l'humour à un moment où on en a le plus besoin. Moi, je me rappelle, il y a des blagues de Coluche où je m'écroulais complètement. Et la meilleure, ma préférée, c'est celle du CRS arabe. Jamais je me suis senti, en tant que quelqu'un issu de la culture arabe, être offensé par ça. Au contraire, je m'éclatais de rire. Aujourd'hui, je suis sidéré on a peur de voir à quel point on a peur de parler de ça. Il y a une question d'intonation et on a perdu cette intonation, cette intelligence de sentir que la personne, c'est que de l'humour. C'est qu'il n'y a rien au-dessus. Quand c'est franc, quand c'est méchant, vous le voyez bien. Voilà. Moi, je pense qu'on a des questions, on a du souci à se faire sur les questions de la liberté d'expression et on a du mal à faire les choix. Alors, soit on est libre, soit on ne l'est pas du tout, mais le fait de faire entre les deux, il y aura toujours des polémiques. Ok. J'ai pu justement rebondir par rapport à ça et par rapport, parce que vous parliez de TikTok, etc. et aux réseaux sociaux en général. Moi, je trouve que c'est bien en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'expriment justement au travers des réseaux sociaux. Ça leur permet vraiment d'émettre un point de vue sur ce qu'ils pensent sur l'actualité. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous, des réseaux sociaux, de cet engouement en fait, chez les jeunes Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce qu'ils ont ramené, ce sont des médias. Les médias, d'ailleurs, on est sur Webcom TV, donc à une époque, on n'aurait pas pu avoir une télé, une chaîne de télévision comme ça via le web. C'est vrai. Chose qui était hyper compliquée et surtout horriblement chère à une époque. On ne pouvait pas avoir une chaîne de télé. Donc là, n'importe qui peut le faire. Il y a des youtubeurs qui s'expriment comme à la télé, qui s'expriment super bien, ils ont du talent. Donc tout ce qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents, ils peuvent le dire à leurs copains ou peut-être exorciser des choses qui peuvent poser problème dans l'éducation des jeunes. Moi, je pense que c'est bien, on se dit des choses. Les réseaux sociaux, ils ont apporté quelque chose de fabuleux, c'est qu'ils ont cassé un petit peu le... Alors, nous, on est dans le marketing, dans la communication, et je dis toujours qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie marketing, c'est de ne pas en avoir. Donc, ce qu'on cherche, c'est de l'authenticité. On ne peut plus entourlouper les gens, etc. Et souvent, quand vous êtes face à un vendeur, vous y connaissez mieux que lui sur le produit qu'il est en train de vous vendre. Pourquoi? Parce que, en fait, les jeunes, comme les moins jeunes, sont devenus des marketeurs en puissance. Donc, quand vous voulez acheter un produit, vous faites votre benchmark, c'est-à-dire vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. Vous allez comparer les marques, vous allez regarder les avis, les prix, la qualité, etc. Et vous faites votre propre étude de marché avant même d'acheter un produit. Avant même d'acheter, c'est vrai. Et je pense que c'est une manière donc, de hisser la société vers le haut. Alors, bien évidemment, ça dépend, il y a des éléments qui se partagent, qui peuvent hisser les jeunes vers le haut. Il y en a d'autres qui peuvent les détruire. Il faut bien évidemment... Quand même faire attention. Quand on voit des challenges un peu stupides qui amènent des jeunes à se suicider, ça c'est complètement stupide. Et là, je pense qu'il y a aussi la responsabilité des parents là-dedans quelque part. Bien sûr, ok. Très bien. Merci Habib. Merci Clémentine. En tout cas, nous espérons que cette émission vous aura plu et je vous dis à bientôt sur l'interview de Clem sur webcom.tv.